Fin du XVIe siècle. Charles IX ordonne l'assassinat de 3000 protestants dans la capitale et étend son action à d'autres grandes villes de la France. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Novembre 1943, quelques siècles plus tard, une ville, Grenoble, capitale de la Résistance, allait vivre des événements tragiques, marquant à jamais la mémoire de ses habitants. Un seul nom pouvait alors convenir à cette tragédie. Ainsi, cette période fut baptisée par les habitants de la ville, la Saint-Barthélemy grenobloise. Dans les derniers jours de novembre 1943, va se dérouler entre le 25 et le 29, 5 jours, une tragédie classique. On peut bien dire que c'est une tragédie, c'est évident, à cause du sang qui va couler, mais une tragédie classique au sens théâtral du mot, car il y a là, comme chez Corneille, comme chez Racine, une action qui se déroule rapidement et on trouve les trois caractéristiques de la tragédie classique: unité de temps, 5 jours de novembre, unité de lieu, pratiquement tout se passe à Grenoble et dans les environs, et unité d'action, décapiter la résistance. Voilà. C'est ce qui se passe dans les semaines qui précèdent qui va entraîner la Saint-Barthélemy. Les résistants ont porté aux Allemands des coups considérables. L'un d'entre eux, notamment, Vallier, va porter toute une série de coups. Je lis dans une fiche que j'ai là sous les yeux: 8 août 43, attaque du siège de la milice, place Victor Hugo. 17 août 43, saisie d'un film de propagande nazie au cinéma Familia. 12 septembre 43, capture de camions de munitions au fort des Quatre Seigneurs, que Vallier fait sauter. 15 septembre 43, subtilisation des fichiers du STO Grande Rue et au Jardin de Ville. 27 septembre 43, enlèvement de 25 000 feuilles de tickets d'alimentation au col de la Placette. 12 octobre 43, attaque des locaux de la milice et aussitôt après du Grand Hôtel où sont raflés tous les papiers des policiers de Vichy. 26 octobre 43, évasion de Jimmy, c'est Jean Boc et de Mado. 29 octobre 43, duel de Vallier avec le capitaine de gendarmerie Bonardi, etc., etc. Alors les Allemands, furieux de ce qui se passe, décident de réagir, et ils ne réagissent pas directement, ils réagissent en faisant intervenir la Gestapo française, qui vient de Lyon, sous la direction d'un homme abominable, qui s'appelle André, Francis André, dit gueule tordue, car il a la tête comme ça. Francis André, dit gueule tordue, arrive le 24 novembre 1943 à Grenoble avec toute son équipe. Il agit très rapidement. Et le 25 novembre, entre 18h et 18h30, il arrête 3 hommes. Un coiffeur, M. Guig, un fleuriste, M. Duron, dans son kiosque, place Victor Hugo, et enfin Jean Pin, au café du tribunal, où il se rendait régulièrement pour converser avec ses amis journalistes. C'est l'arrestation de Jean Pin qui va tout déclencher. Pourquoi? Parce que Jean Pin, ça paraît invraisemblable, insensé, porte sur lui un carnet où il y a tous les noms et toutes les adresses en clair de tout l'état-major de la résistance dans l'Isère. C'est épouvantable de penser à ça. Alors on ne peut pas dire Jean Pin est un traître, c'est abominable, mais il y a eu une imprudence folle, une inconséquence folle de la part de cet homme qui non seulement est un bavard, mais qui en plus est un imprudent. Guig, Duron, Jean Pin sont conduits dans une villa réquisitionnée par la police allemande pour des interrogatoires. Les Allemands découvrent rapidement le fameux carnet et les 3 hommes seront exécutés peu de temps après. Jean Pin, lui, est tellement sûr qu'il a échappé au sort. On ne l'a pas torturé, on n'a pas eu besoin de le torturer, on a tout trouvé. Il est tellement sûr qu'il a échappé au sort fatal auquel il craignait de devoir succomber,
que sur la route de Vorep, il prend son petit appareil pour rouler des cigarettes, on roule du tabac mais aussi de la paille, n'importe quoi, du foin, et il commence à se rouler une cigarette quand on arrive au Chevalon, et là, au Chevalon, on l'exécute sans rien demander, et on retrouvera son corps le lendemain, tenant encore dans sa main le petit roule-cigarette. Les Allemands et les hommes de Francis André, en possession des adresses, des noms et pseudonymes, savent où aller et vont intervenir rapidement. La résistance n'était pas encore informée de la capture de Jeanpin. Néanmoins, avertie de l'arrivée de Francis André à Grenoble, elle continuait alors son combat au péril de la vie de certains de ses hommes. Gustave Estadès témoigne. On a su tout de suite qui, peu de temps, 24 heures après leur arrivée, qu'ils allaient manger à la taverne, je ne sais plus si c'est taverne Savoyard ou Lorraine, hein, qui était avenue Alsace-Lorraine, et où on nous avait dit, écoutez, essayez de faire, si vous pouvez, comme ils mangent tous ensemble, 2-3 grenades, et puis seulement, le chef qui avait ordonné de faire cette action, il ne s'était pas aperçu qu'il y avait un restaurant où il y avait plein de monde, et quand on est arrivé là, il y avait à peu près une trentaine de personnes. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire si on fait ça? Bon, ben, évidemment, les gens qui mangeaient au restaurant n'étaient pas au courant. Il y aurait eu des blessés. Alors on a dit, il vaut mieux arrêter. Ce même jour, son ami Croibier, dit Riquet, était chargé de porter des papiers rue de Strasbourg chez le photographe Bonnat Artaud, qui servait de boîte aux lettres pour la Résistance. Riquet n'était pas au rendez-vous de midi qu'avait fixé Gustave Estadès, dit Tatave, au café Colomb, place de la Gare. Inquiété par l'absence de son ami, il décide alors de se rendre rue de Strasbourg chez le photographe, accompagné de Paul Vallier. Arrivé sur les lieux, il raconte. Je suis rentré dans cette officine là, du photographe. À ce moment-là, il est sorti un bonhomme qui est passé à côté de moi. Je n'ai pas fait attention, il était en bras de chemise. Et puis il est venu donc la photographe qui était Madame Bonin, que j'ai su après, et un autre qui la suivait. Et tout de suite, dans les reins, un revolver et un sur l'estomac. J'avais un par-dessus qui était un genre de sport, très serré, j'étais obligé de tenir la main pour cacher la crosse du revolver. Ils m'ont mis les menottes devant. Ça fait qu'à un moment, camarade Paul ne m'a pas vu venir, il dit il se passe quelque chose, il est arrivé. Tout de suite, mon camarade a tiré, celui qui était devant moi a été touché, et en bas, on est tombés tous les deux par terre. Bref, il y a eu une bagarre, lui il a pu se sauver, moi malheureusement j'avais déjà un revolver sur la tempe, et finalement on m'a emmené 28 Courberia. La souricière chez le photographe Bonnat Artaud se referme. Gustave Estadès sera emmené, emprisonné et interrogé au 28 Courberia. Ce même jour, d'autres seront arrêtés et exécutés froidement. Le docteur Buterlin, Alphonse Odino, Monsieur Bernard et enfin le docteur Girard. Eh bien, moi j'étais à la première cellule, je crois que c'était arrivé à celle-là. Sur les lieux, Gustave Estadès sait que son ami Croibier est présent dans une cellule proche de la sienne. Dans la même situation de doute, de crainte et d'interrogation sur leur avenir. Mais ça n'y était pas ça. Non. Il y avait bien qu'on était 9 là-dedans. 9 et 2. T'as qu'à regarder la distance, la surface qu'il y a là-dedans. Oui. On ne pouvait pas, on était obligé de se tenir coucher une ou deux personnes, d'autres restaient debout, d'autres restaient assis. Et ce qui était très pénible, c'est qu'on n'avait pas d'air, on ne pouvait pas respirer. Et en plus, le plafond il coulait, l'eau coulait, la condensation était énorme. C'est la fête de gendarmerie qui a arrêté ces juifs, je crois. Je crois, oui. Bon. Et toi, c'est l'histoire de la rue de Strasbourg. Voilà. Et tu as été enfermé avec eux là, involontairement.
Et tu es reparti après avec eux, à Paris. À Paris. J'ai atterri à Drancy avec eux d'ailleurs. Oui. Alors que moi, la première cellule, tu te souviens, quand on avait appris la chanson 7 yeux perdus, j'ai sifflé pour savoir ce qui était dans cette cellule-là, et que tu as dit, bon, bah, c'est lui. Tu étais étonné d'ailleurs que je sois enfermé aussi. Ah ouais, et j'étais dans la cellule du docteur Valois. Voilà. Et bon, là, il y avait un vétérinaire, un dentiste, Madame Guénet qui avait été arrêtée un peu avant, et puis le docteur Valois. Alors le troisième jour, le 27, il y a une arrestation capitale, c'est celle du docteur Valois. Il y a 14 autres arrestations dans la journée du 27, la troisième journée. Il y a des gens importants et puis il y a des comparses aussi. Par exemple, il y a la secrétaire du docteur Valois qui n'est pour rien dans l'affaire. Mais l'arrestation de Valois est une arrestation capitale. Pourquoi? Parce que Valois est le chef des murs. Les murs, ce sont les mouvements unis de résistance. Et cette organisation a été voulue, préparée, organisée par Jean Moulin. C'est une des consignes que De Gaulle lui a données quand il l'a renvoyé en France, venant de Londres. Moulin, il faut organiser, unifier la résistance. Et Moulin a réussi à unifier la résistance sous ce titre général de mur. C'est-à-dire qu'il y a une organisation nationale des murs et il y a dans chaque département un mur, mouvement uni de résistance, avec un état-major et un responsable. Et Valois est précisément le responsable de ces murs, qui groupent autour d'eux les mouvements et les associations. Et il y a eu, peu de temps avant la Saint-Barthélemy grenobloise, une réunion chez Valois où sont venus des gens qui vont disparaître dans la Saint-Barthélemy d'ailleurs, qui sont les représentants de francs-tireurs, de libération, de combat et d'autres organisations encore. Et puis Nal, qui est le chef des groupes francs, et puis Régnier, qui va être le préfet de l'Isère après la libération. Tous ces gens-là forment une espèce d'état-major, et le chef de cet état-major, c'est le docteur Valois. Alors Valois est emprisonné, il est torturé abominablement, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et qu'il se dise « je vais craquer », et Valois, dans sa cellule, s'ouvre les veines, dans la nuit du 28 au 29, et quand Estadès, qui est son compagnon de cellule, voit avec horreur que Valois a déjà perdu la plus grande partie de son sang, il est quasiment exsangue, on appelle, et il va mourir littéralement enfité de son sang. Madame Guénet, qui était couchée sur la porte, là, qui a dit « mais qu'est-ce qui arrive au docteur ?» Comme on était dans une demi-obscurité, il y avait juste la petite lumière du couloir qui passait à travers la fenêtre, la petite fenêtre. Ensuite, il y a le dentiste qui s'est réveillé, qui était pieds nus. Il est venu marcher dans le sang. Alors il a été affolé, il a vu que ça coulait encore, il est venu taper à la porte. La sentinelle est venue, mais comme c'était dans l'obscurité, il allait retourner en arrière pour allumer. Quand elle a vu le sang par terre, le bras comme ça, bon, il a été tout de suite appelé qu'il fallait, mais ça a duré un certain temps. Quant à moi, bon, ben, j'ai dit, on va se demander pourquoi nous n'avons rien fait pour l'aider. J'avais un mouchoir, j'ai fait un garrot lâche, qui était déjà évanoui. Dans la journée du 29, alors que Valois est mort à l'aube, il y a encore des arrestations, et des arrestations très importantes. Il y a celle du docteur Carrier, qui est l'adjoint de Valois pour les murs, pour les mouvements unis de la résistance. Il y a celle de Jean Bistési, qui est le chef départemental de combat. Et il y a celle de Jean Perrault, qui est le chef de francs-tireurs. Le matin du 29 novembre 1943, à Saint-Marcelin, Mademoiselle Armand, âgée d'une vingtaine d'années, au service du docteur Carrier, assiste à son assassinat. Il était environ 8 heures du matin lorsqu'on a sonné à la porte. Le docteur Carrier était ici, je lui ai demandé si j'ouvrais. Et il m'a répondu oui, mais attends. Et il a pris un revolver qui était dans la poche de son manteau. J'ai ouvert la porte. S'est présenté devant moi un monsieur qui parlait le français mais avec un accent allemand.
et qui m'a demandé le docteur Carrier. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte. Et à ce moment-là, le docteur a dû mettre l'Allemand en joue et l'Allemand a tiré une rafale de mitraillette qui a abattu le docteur. Je me suis présenté à la porte et la Gestapo m'a reçu en me disant « Vous seul pénétrez, quant au deuxième, il fera le tour de la maison afin que personne n'approche, que le jeune homme n'approche. » Sitôt ouvrir la porte, qu'est-ce que je vois? Le corps du docteur Carrier ici tombé. Les pieds devaient arriver ici, oui, et la tête là-bas. Le corps était comme ça. Oui. Mon premier mouvement a été de me pencher sur le docteur Carrier afin de savoir s'il était en vie. Et comme je lui prenais la main, etc., le chef de la Gestapo, parce qu'il y avait un chef sur les deux, m'a dit, il a tiré le premier, il est mort, c'est la guerre, c'est un terroriste. Ce à quoi j'ai répondu, c'était un bon docteur. Le professeur Bistési sera assassiné à la sortie de son travail à l'Institut d'électrochimie. Lundi matin, le 29 novembre 1943, mon mari est parti à 8 heures à l'usine, comme d'habitude, très calme. Il rentre à midi, complètement retourné, extrêmement inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Valois depuis 3 jours. Alors nous avions Marie-Louise, une domestique qui était très bien. Elle sert le repas, nous nous mettons à table. Coup de sonnette. Nous voudrions voir M. Perrault. C'est de la part de M. Hoff. Hoff était le pseudonyme de Valois. Ah ben non, M. Perrault ne rentrera pas déjeuner, il a un déjeuner d'affaires. Oh ben ça fait rien, nous irons le voir cet après-midi à l'usine. Ils n'ont pas demandé l'adresse. Alors, dès qu'ils ont été partis, ils sont partis très correctement, dès qu'ils ont été partis, je dis à mon mari, bien, il faut s'en aller tous les 3. Avec mon fils, évidemment, peut-être avec ma fille. Bon. Alors, il réfléchit un grand moment, et puis il finit par me dire non. Valois est un trop chic type, il n'y aurait qu'une chance sur 1000, je dois la risquer. Et il est parti à l'usine, très sombre, mais très résolu. Et pendant qu'il est arrêté, quelqu'un qui se trouve dans l'usine, dans le sous-sol, s'apercevant de ce qui se passe, se met à la fenêtre, sachant que de l'autre côté de la rue, à l'école, il y a Régnier qui se cache, qui va devenir le préfet de l'Isère. Et il fait signe qu'il se passe quelque chose de grave, et la dame en face lui dit « La Gestapo, c'est la Gestapo ». Et on fait filer Régnier qui échappe. Alors qu'il aurait pu, excusez-moi l'expression, passer à la casserole comme les autres. Et Perrault est abattu par 2 hommes dans son bureau à l'usine. Quasiment laissé pour mort, on le transporte à l'hôpital, on essaye de le sauver et il meurt. À l'hôpital, nous avons été reçus par le docteur Sigaud, qui sortait de la salle d'opération. Il m'a dit, oh, il n'a plus une goutte de sang. Ben, prenez le mien. Mais non, ma pauvre petite, dépêchez-vous. Alors, je suis allée, mon mari était étendu, évidemment, exsangue. Il ouvrait les yeux encore. Il y avait M. Morin qui était là. Et il n'a rien dit. Est-ce qu'il a esquissé un sourire? Il est mort dans mes bras. On peut dire que la résistance a été très gravement frappée à la tête par la Saint-Barthélemy grenobloise. Elle n'a pas été décapitée. Mais le destin de nombreux chefs de la résistance était peut-être lié au sort du docteur Girard,
qui fut arrêté et exécuté le 26 novembre 1943 par la Gestapo. Quand nous avons su que Girard était arrêté, nous avons fait une réunion d'urgence du poste de commandement et nous avons dit, à tout prix, quitte à faire sauter la maison, il faut ou détruire ou récupérer les archives. Dans cette valise, puisqu'il s'agissait d'une valise, nous avions des photographies de documents à faire reproduire, nous avions les moyens de les faire reproduire et nous avions aussi dans cette valise des listes codées de nos agents pour toute la France. Nous aurions perdu probablement au moins 50 ou 100 officiers supérieurs. C'était impensable, c'était terrible. Et ça, nous pouvions le confier qu'à quelqu'un qui, justement, comme Girard, était accessible à tout moment, pouvait se déplacer, pouvait rouler en voiture et n'était pas gêné ni par le manque d'essence, ni par le manque de laisser passer. J'ai donc pris la résolution de rencontrer des officiers de police qui étaient nos auxiliaires et je leur ai donné mission de récupérer à tout prix cette valise. J'ai rencontré un très brave type, Aventure, qui était inspecteur de police. J'ai demandé à Aventure de se précipiter à toute vitesse chez Girard, de faire tout ce qu'il voulait pour, objectif unique, récupérer la valise et nous la rapporter. Nous sommes partis à vélo rue Élysée-Châtain. Je ne sais pas si vous connaissez le coin. Là-bas, nous avons trouvé Madame Girard, qui a hésité à nous faire rentrer, puis quand même on a mis en confiance, et qui nous a remis la fameuse valise, que nous avons transportée tout de suite chez un de mes cousins qui tenait une épicerie, rue Joseph Ferré, chez M. Serbe. J'ai avisé Fugain du résultat de notre opération, et Fugain a récupéré la valise par la suite. 11 morts. Évidemment, à côté des 3000 de la Saint-Barthélemy du XVIe siècle, ça peut paraître peu. Mais 11 morts parmi les gens essentiels de la résistance et 14 arrestations, tous naturellement, sauf un ou deux comparses qui vont être relâchés parce que vraiment ils sont arrêtés, qu'il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Tous vont aller en déportation et rares sont ceux qui reviendront, bien sûr. Ce qui est abominable dans la Saint-Barthélemy grenobloise, et on comprend que ça reste profondément ancré dans le souvenir des Grenoblois, c'est que ce drame a eu pour acteur, pour auteur, des Français. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Alors que moi, la première cellule, tu te souviens, quand on avait appris la chanson « C'est le jeu perdu », j'ai sifflé pour savoir ce qui était dans cette cellule-là.